cette team de m'avoir invité ce soir dans le contexte de ces grandes manifestations que vous organisez, qui évidemment a un ton particulièrement critique à l'endroit du travail que je fais, de mes convictions aussi. Pas que l'échange commercial est nécessairement déséquilibré et que ce que l'un gagne, l'autre le perd. Donc ça c'est une petite introduction. À titre personnel, je ne m'exprime pas sur ce point en qualité de représentant du gouvernement suisse. Alors il est vrai, comme l'a signalé M. Durich, que la Suisse est très engagée dans la négociation d'accords de libre-échange, et ça ce n'est pas un développement nouveau. Ce n'est pas un développement nouveau, cela tient à la nature de l'économie du pays. La Suisse est un pays qui économiquement est très extraverti, qui vit de l'échange international. La Suisse gagne 1 franc sur 2 à travers le commerce international. Cela représente énormément d'emplois dans le pays et ça représente essentiellement des emplois dans les secteurs les plus productifs. Il est donc tout à fait naturel qu'une économie qui est aussi extravertie que la nôtre, qui dépend très fortement des possibilités d'accès au marché étranger, cherche à consolider ces possibilités d'accès au moyen du droit international. Et ce droit international, c'est l'Organisation mondiale du commerce au niveau multilatéral, et ce sont toute une série d'accords de libre-échange, dont le principal est celui que la Suisse a conclu avec l'Union européenne, puisque c'est de loin notre principal partenaire commercial, qui est notre plus ancien accord de libre-échange, puisqu'il date de 1972. Ceci étant, nous avons aussi négocié beaucoup d'accords, comme l'a signalé M. Durich, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque vous avez fait une partie de ma présentation, M. Durich, avec des pays du Sud, qui sont, je dirais, non pas les pays les plus pauvres. Et nous avons un accord avec un PMA, un des pays les moins avancés, les pays les plus pauvres, c'est celui que nous avons conclu avec l'Union douanière sud-africaine, c'est le Lesotho. Mais d'une manière générale, nos partenaires de libre-échange sont des pays émergents, c'est-à-dire des pays qui ont atteint un certain niveau de développement. Ils ne sont pas nécessairement des pays complètement démunis, surtout lorsqu'ils négocient avec la Suisse, ou même si nous associons à nos partenaires de l'AEL dans les négociations, nous ne sommes pas une grande puissance. On n'impose rien, M. Herrera, absolument rien. Je vous invite à venir à une de nos négociations. Nous n'avons pas les moyens de le faire. Vous avez parlé des États-Unis. Nous faisons nos expériences. Je peux vous dire que nous n'avons simplement pas les moyens d'imposer nos conditions aux pays partenaires. Si nous obtenons un accord, c'est que le partenaire considère que cet accord lui est aussi profitable. Et que nous avons atteint un équilibre dans l'accord. Maintenant, il est vrai, il faut s'intéresser aux effets économiques des accords de libre-échange. Ce que nous avons fait, en ce qui concerne au fait, ma présentation est complètement, est plus du tout pertinente parce que je vais complètement orienter ma présentation par rapport aux deux exposés qui viennent d'être faits. Si vous voulez bien m'excuser. Oui, ce ne sont pas des partenaires qui sont inégaux. Lorsque nous négocions avec la Colombie, nous ne sommes pas en position de force. Nous négocions actuellement avec l'Inde, nous ne sommes pas en position de force. Vous pouvez bien vous l'imaginer, et avec la Chine encore moins. Pourtant, ces négociations, nous les avons entreprises. Et nous espérons pouvoir les conclure. Alors, il y a évidemment un certain nombre de critiques qui ont été émises, mais je vais vous dire quelles sont les motivations de la Suisse. Pourquoi nous nous sommes lancés dans la conclusion d'accords de libre-échange et pourquoi c'est devenu une priorité de la politique économique extérieure du pays. Comme l'a signalé M. Perroula dans la déclaration qu'il a lue au nom de Mme Salerno, on a constaté récemment qu'il y avait une prolifération d'accords de libre-échange. Vous avez mentionné le nombre de 3000, M. Perroula, c'est trop, c'est 300, il y a un zéro de trop. Mais ça ne fait rien, ça reste un nombre très important, 300. C'est énorme, il y a une inflation des accords de libre-échange en vigueur. Dans ce contexte, revenez à la position de base que j'ai mentionnée, c'est-à-dire cette économie qui est ouverte, l'économie suisse, qui dépend très fortement des marchés extérieurs pour son emploi, pour son bien-être, pour sa prospérité. Ce que nous voulons éviter, c'est que nos exportateurs soient discriminés par rapport à leurs concurrents, notamment les concurrents de l'Union européenne.
puisque nous avons une économie qui est assez similaire. Nous exportons à peu près la même chose que l'Allemagne, par exemple. Donc lorsque l'Union européenne conclut un accord de libre-échange avec un pays, je prends la Tunisie, par exemple, ou un autre pays, les pays d'Amérique centrale, cela signifie que les exportateurs de l'Union européenne ont un avantage comparatif par rapport aux exportateurs suisses sur ces marchés, parce qu'ils ne paieront pas de droits de douane, pas de droits d'entrée. Et cela signifie qu'ils seront 5, 10, 20, 25% moins chers que les exportateurs suisses. Exportateurs suisses qui doivent déjà composer avec une monnaie surévaluée. Le franc, qui aujourd'hui est surévalué. Donc, il est absolument vital pour l'économie suisse que nous assurions que nous puissions avoir accès au même marché que l'Union européenne, aux mêmes conditions. Et c'est une des principales raisons, c'est la principale raison pour laquelle nous investissons beaucoup de ressources dans la conclusion d'accords de libre-échange. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez, c'est le principal vecteur. Évidemment, il y a d'autres possibilités. Parfois, nous sommes en avance sur l'Union européenne. À ce moment-là, nous avons une petite longueur d'avance. Nous savons que l'Union européenne va nous rattraper. C'était le cas de la Corée. Pendant 5 ans, nous avons eu un accord de libre-échange avec la Corée. Pendant 5 ans, nous avons eu un avantage comparatif par rapport aux exportateurs coréens sur ce marché. C'est fini maintenant. L'Union européenne a aussi un accord avec la Corée. Donc on revient à égalité. Donc c'est là une des raisons. L'autre raison qui est importante aussi, c'est que nous avons compris que le commerce pouvait être un vecteur de développement. Si la Chine a réussi à extirper de la pauvreté des centaines de millions de personnes, rien n'est satisfaisant en Chine, ni du point de vue des droits de l'homme, ni du point de vue de la redistribution sociale, ni du point de vue des inégalités, etc. Rien n'est satisfaisant. Ce qui est important, c'est l'évolution. Sur 30 ans, la Chine a extirpé de la pauvreté la plus abjecte 300 millions de personnes à peu près. Le seul et unique moyen que la Chine a eu pour le faire, c'est de s'insérer dans la globalisation maudite néolibérale. C'est le seul et unique moyen, elle n'en a pas d'autre. Elle l'a saisi. Ceci étant, je ne veux pas dire que la Chine est un exemple, à part un compte vertu démocratique, pas du tout. Mais c'est ce vecteur-là qu'elle a choisi. Et ce n'est pas le seul pays. Beaucoup de pays émergents suivent la Chine. Et c'est un moyen qui a quand même permis de lutter contre la pauvreté, même s'il y a encore beaucoup à faire, notamment pour lutter contre les inégalités. Donc, nous pensons aussi, et cela fait partie de notre politique de coopération au développement, que la promotion commerciale peut être un vecteur de développement. Alors, lorsque nous négocions un accord de libre-échange, l'accord ne vient pas seul. Il y a souvent un paquet de coopération qui vient. Parce qu'il est vrai que dans beaucoup de pays partenaires, et là M. Herrera a raison, il y a des faiblesses. On ne sait pas comment travailler le marché étranger, on ne sait pas comment exporter en Suisse, c'est pas simple. Il faut avoir des réseaux, il faut remplir un certain nombre de conditions, de normes, techniques, etc. Tout ça nécessite un savoir-faire. Et ce sont précisément dans ces domaines que nous proposons une coopération. Et puis, on parle beaucoup d'impact social des accords de libre-échange. Je dirais d'une manière générale qu'il faut plutôt parler de la politique extérieure de la Suisse, d'une manière générale. Cette politique extérieure ne consiste pas uniquement dans la conclusion d'accords économiques. Les accords économiques sont une composante parmi d'autres. Nous avons dans notre politique économique, ou dans notre politique extérieure, une dimension humanitaire qui est très forte, qui est représentée par la DDC. Nous avons aussi les coopérations qui ont été développées dans le domaine de la promotion des droits de l'homme et de la promotion des normes du travail, des standards de travail de l'OIT. Généralement, et par exemple c'est le cas de la Colombie, vous avez beaucoup parlé de Colombie, je crois, pendant ces 3 jours, la Colombie est un des pays prioritaires de la coopération au développement suisse. Et souvent, les projets que nous finançons sont des projets d'accompagnement de cette coopération économique poussée qui est l'accord de libre-échange, pour permettre précisément aux firmes colombiennes et aux opérateurs commerciaux colombiens de profiter des avantages de cet accord qu'ils ont conclu avec la Suisse, mais pas seulement d'accords conclus avec la Suisse, aussi des accords que la Colombie a conclus avec l'Union européenne, voire avec les États-Unis, donc d'améliorer ses capacités économiques. Avec la Colombie, nous avons un programme humanitaire. Nous soutenons le processus de paix, nous soutenons des ONG. Nous avons un programme qui est axé sur l'amélioration
des normes et des conditions de travail dans 2 secteurs importants, le domaine du textile et le domaine des fleurs coupées, qui sont 2 secteurs importants de l'économie colombienne. Donc, je crois que pour juger la politique extérieure de la Suisse, il faut regarder l'ensemble des instruments. Il y a des instruments qui sont économiques, l'accord de libre-échange, il y a des instruments axés sur l'humanitaire, il y a des instruments axés sur les normes du travail. Et nous pensons que cette politique est cohérente et qu'il n'y a pas de contradiction entre ces différents volets. Maintenant, Monsieur Durich, vous avez souligné que vous avez revendiqué une conditionnalité sociale relative à la protection de l'environnement, à la protection des travailleurs. Il est vrai que dans beaucoup des accords que nous avons conclus, nous ne disposons pas d'un chapitre qui traite de ces questions. Mais depuis 2 ans, nous introduisons un chapitre qui traite de ces questions, plus spécifiquement de la protection de l'environnement et de la protection des travailleurs. Un chapitre qui est directement intégré dans l'accord commercial, dans l'accord de libre-échange lui-même, et que nous négocions avec nos partenaires. J'aimerais faire 2 remarques à propos de cette évolution. Nous pensons d'abord que c'est une question de cohérence, puisque la Suisse est très engagée à l'OIT et très engagée dans la coopération en matière de protection de l'environnement au niveau international. Il est tout à fait normal aussi, dans la mesure où les normes du travail, les normes environnementales ont une dimension économique, ont un impact économique et commercial, que l'on puisse aussi en traiter dans nos accords. Mais l'approche que nous avons suivie ici est une approche basée sur la coopération et sur l'adhésion aux normes multilatérales. Nous ne prévoyons pas de sanctions commerciales ou économiques en cas de violation. Nous prévoyons plutôt l'instauration d'un dialogue. Nous ne pensons pas que la sanction économique, que la menace, soit la bonne formule pour obtenir des résultats dans ce domaine, notamment lorsque nous devons traiter avec les pays où l'état de droit est très déficient. Seuls les États-Unis utilisent cette pression de menaces commerciales, de sanctions commerciales, qu'elle n'a d'ailleurs jamais appliquées. Ça se trouve déjà dans l'ALENA, et c'est un dispositif qui n'a pas été appliqué, puisqu'on a réalisé qu'il n'était peut-être pas le plus approprié pour parvenir à ces fins. Donc, encore une fois, nous concevons que ces différents domaines de la politique extérieure de la Suisse peuvent s'épauler, dans la mesure où le commerce international et l'insertion dans le commerce international permet de développer certaines opportunités dans les pays partenaires. On demande de conclure. J'étais trop bavard. Ce que je dirais en conclusion, c'est que l'on voudrait que les accords de libre-échange soient la panacée, que l'on puisse résoudre l'ensemble des problèmes d'un pays en introduisant toutes sortes de conditionnalités non économiques dans un instrument qui est de nature essentiellement économique. On n'y arrivera pas et on ne prétend pas pouvoir le faire. L'accord de libre-échange n'est pas une panacée. Il ouvre des occasions, il crée des opportunités qui peuvent être saisies ou non par les acteurs économiques. Nous pouvons les aider à les saisir ces opportunités. Et nous avons constaté qu'effectivement, je prends l'exemple de la Colombie de nouveau, l'accord entre la Suisse et la Colombie est entré en vigueur le 1er juillet 2011, de l'année passée. Depuis, nous avons observé un accroissement important du commerce entre la Suisse et la Colombie. Les exportations colombiennes ont augmenté de 36%. Et ça, ce n'est pas du transfert de surplus du sud vers le nord. Ce sont des revenus réalisés par la Colombie à travers une vente en Suisse, alors que les exportations suisses vers la Colombie ont augmenté de 11%. Donc l'accord a été profitable jusqu'à maintenant pour les 2 pays. Ceci étant, j'admets qu'une période d'1 année est trop courte pour tirer des conclusions définitives et qu'il faudra évidemment que l'on observe l'évolution des flux commerciaux sur une période un peu plus longue. Beaucoup de critiques ont été émises par M. Durich, par M. Herrera, en ce qui concerne le contenu de nos accords de libre-échange. Je ne suis pas compétent pour m'exprimer sur les questions financières qui ont été abordées par M. Herrera. Je ne crois pas que c'était le thème, d'ailleurs. On parle plutôt ici de l'échange commercial, bien que les 2 aspects soient liés. Mais je souhaiterais, je suis d'accord de conclure à ce stade, mais je souhaiterais peut-être encore avoir la possibilité d'intervenir sur un certain nombre de critiques plus spécifiques qui ont été émises par M. Durich en matière de protection de la propriété intellectuelle et d'expliquer la raison pour laquelle nous nous refusons à effectuer des études d'impact.